Alors l'administration n'est pas du tout un système automatique, donc c'est une mesure de protection. C'est pour le bien de la personne, pour avant tout la protéger elle-même. C'est pas pour protéger l'entourage, même si ça fait partie des conséquences, ça aide évidemment, ça aide l'entourage, mais avant tout ça aide la personne qui est en difficulté. Ce n'est pas un système automatique parce que c'est un acte important de déclarer qu'une personne est effectivement incapable de gérer sa personne ou ses biens. Et il faut obligatoirement une décision rendue par le juge de paix. Le juge de paix est contacté soit par des proches, soit par des institutions, avec un certificat médical qui établit que la personne n'est plus en mesure de se gérer elle-même ou de gérer son patrimoine, ou les deux. Eh bien, le juge de paix va rendre une décision mettant la personne sous administration de biens et permettant alors d'avoir des mesures de protection qui commencent. Tant qu'on n'utilise que l'indemnité que la personne reçoit pour couvrir tous ses frais récurrents et non exceptionnels, le juge n'intervient pas, c'est l'administrateur du bien qui décide de payer les choses, et chaque année on fait rapport donc au juge, et j'imagine bien que tant qu'on ne vide pas le compte courant et que le in équilibre bon an mal an le out, il n'y a pas de souci. Les personnes sont mises sous administration pour plusieurs raisons. Soit la personne est mise sous administration de biens, c'est un problème de capacité à gérer ses biens. Ces cas-là peuvent être très variés puisque ça vise uniquement cette incapacité de gérer ses biens. Ça peut être pour divers problèmes, des problèmes psychiques, des problèmes d'handicap mental ou simplement une dépression qui vous fait que vous perdez pied dans la vie, que vous ne savez plus gérer, ou une personne âgée qui malheureusement sont victimes souvent des problèmes de l'évolution trop rapide de la société. Et donc ces personnes âgées ou qui ont simplement un problème de mobilité, mais ont toute leur capacité intellectuelle et toujours leur capacité, même on pourrait dire, de gérer leurs biens, se retrouvent à devoir demander l'aide d'un administrateur puisqu'elles ne sont plus en fait aptes, de par la société, à pouvoir simplement gérer les biens. Et s'il n'y a pas de famille, ce sera un professionnel. Après, il y a l'administration des biens et de la personne. Là, ça va être plus large. Ça veut dire que la personne a plus d'incapacité puisque tous ses droits personnels, elle sait également plus les gérer. De nouveau, il y a différents types de cas. Le cas le plus connu est généralement quand on a le handicap mental qui est là depuis petit ou plus tard, mais souvent petit. Et on retrouve aussi dans cette catégorie les personnes très âgées qui souffrent d'Alzheimer, de Parkinson, de démence sénile, qui ne seront plus aptes à choisir finalement leur lieu de résidence, à peut-être être clair avec leur médecin quand il va poser des questions sur un diagnostic qui est là et une décision importante à prendre au niveau médical. Ça, c'est beaucoup plus lourd et donc on vise des catégories un petit peu différentes. Et normalement, l'idéal, c'est de bien sentir ça. Les juges de paix n'aiment pas trop nommer un administrateur de la personne, on espère, ou sont un petit peu réticents parce que c'est très privatif de liberté. Là. Vous avez déjà le volet bien, du coup, qui vous est enlevé, et il y a tout le volet personne, mais le volet personne est assez lourd. Il y a les droits des patients là-dedans, il y a choisir sa résidence, mais bon, après il y a aussi pour les plus jeunes, c'est difficile, le droit au mariage, le droit à l'adoption, et vous avez même le droit de vote, les gens ne se rendent pas compte, mais dedans il y a aussi l'interdiction de voter. Il y a certaines personnes qui souffrent d'un handicap mental, dont moi personnellement je m'occupe, qui ont demandé aux juges de garder notamment ce droit-là parce qu'elles étaient intéressées par la politique. Et donc là on est dans quelque chose de plus lourd, qui visera une autre, on va dire, une autre catégorie de personnes, et le juge de paix est là pour veiller à ce que la demande qui a été faite correspond bien à la problématique de la personne, et donc à nommer l'administrateur sur les bons points, on va dire, les bonnes incapacités, qu'il soit aidé dans ces incapacités-là. Quand on est désigné administrateur de la personne, il faut savoir dès l'abord que certains administrateurs professionnels ne veulent pas être désignés administrateurs de la personne. Ils refusent ces missions. Notre rôle est beaucoup plus compliqué.
Il est plus compliqué parce que, effectivement, on est censé beaucoup plus s'immiscer dans la vie quotidienne. Alors par contre, il y a un mythe de l'administrateur de la personne. On pense que parce qu'on va dire que l'administrateur est aussi l'administrateur de la personne, on va régler tous les problèmes. Et il n'y aura plus de soucis pour effectivement un placement ou autre chose. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Quand on met en place une administration de la personne, ça signifie surtout que l'on met en place toute une série d'incapacités. Incapacité à se marier, incapacité à divorcer, incapacité à reconnaître un enfant, incapacité à décider d'une euthanasie. Quand on décide l'incapacité, ça ne signifie pas que l'administrateur reçoit toutes ses capacités. Non, si je suis administrateur de la personne, je ne peux pas décider ipso facto que je vais euthanasier mon protégé. Non. Je ne peux pas décider qu'on va faire un prélèvement d'organes. Non. Il y a une incapacité et personne ne peut l'exécuter. C'est comme ça que ça se passe. Par contre, il y a certains pouvoirs qui sont donnés. Effectivement, on peut avoir les droits du patient et on peut avoir, par exemple, le choix de la résidence. Alors, je vais les prendre séparément parce que c'est intéressant. Premièrement, le choix de la résidence. Le choix de la résidence, ça ne veut pas dire que je vais pouvoir simplement dire que je vais prendre mon protégé et que je vais le mettre tout seul, sans l'accord du juge de paix, puisqu'il faut l'accord, sans l'accord du juge de paix, dans une autre institution. Non. Il va falloir discuter, il va falloir trouver des explications, trouver éventuellement un certificat médical, obtenir l'autorisation du juge de paix, et puis essayer de convaincre la personne. Quand je déclare quelqu'un incapable pour choisir elle-même son domicile, c'est souvent dans le cadre d'un contexte. Il faut quand même savoir que l'administrateur a l'obligation de rechercher un lieu de vie sur Bruxelles de préférence, que trouver un logement à Bruxelles n'est pas évident. Obtenir un logement social, c'est vraiment gagner au loto. Alors bon, permettre à une personne protégée de quitter le logement social sur un coup de tête, oui, je trouve que c'est une mesure de protection de lui dire « bon, vous êtes incapable de le faire ». Voilà. Ce qui permet à l'administrateur, si ça se passe mal dans le bâtiment en question ou quoi que ce soit, oui, de négocier avec le logement, enfin le foyer en question pour un déménagement ou quoi que ce soit, mais la personne protégée ne met pas en amont ses droits à ce logement ou ne le perd pas. Un autre aspect du choix de la résidence, c'est le placement après une hospitalisation. On passe très souvent par un stade en disant c'est intermédiaire et on va voir. Il faut permettre alors qu'un administrateur signe une convention d'admission à une maison de repos s'il s'agit d'une personne âgée ou d'une autre sorte de résidence. Il y en a très peu pour adultes, mais pour permettre une solution à cette situation. Et c'est vrai qu'à ce moment-là, la personne protégée est déclarée incapable pour choisir sa résidence. Deuxième exemple, c'était la loi sur les droits du patient. Et donc là, c'est vrai que c'est un pouvoir très important qui peut être donné à l'administrateur. Parce que si le juge désigne un administrateur de la personne, il peut, c'est pas obligatoire, mais il peut lui donner également les droits du patient. S'il lui donne les droits du patient, ça veut dire notamment les droits de décider d'une opération importante, etc. Il y a une hiérarchie dans les droits du patient. La première personne qui décide toujours, c'est la personne elle-même. Même si elle est sous incapacité, c'est la personne elle-même. Si le médecin estime que la personne elle-même n'est pas capable, à ce moment-là, on va regarder s'il y a un administrateur de la personne et s'il a reçu les droits du patient. S'il n'a pas reçu les droits du patient, il ne décide pas. S'il a reçu les droits du patient, il va décider s'il faut ou pas faire l'opération, etc. Il va donc passer avant les personnes qui sont juste en dessous. Et les personnes qui sont juste en dessous, c'est notamment la famille. Les proches, la famille, le conjoint, etc. Donc, on voit que là, il peut y avoir un rôle important. J'ai été nommée par le juge de paix
à la suite de mon papa, qui était son administrateur à l'époque et qui ne pouvait plus assumer cette responsabilité puisqu'il était souffrant. Et donc le juge de paix m'a nommée puisque finalement j'étais sa seule et unique sœur et n'ayant pas d'autres liens, enfin pas d'autres personnes dans la famille qui pouvaient assumer ce rôle et étant la plus proche avec la plus longue espérance de vie, c'est ce qui m'a été expliqué, il était à peu près logique que j'assume ce rôle. C'est moi qui ai demandé à l'administrateur de biens parce que comme ça c'était plus facile pour moi. Ouais, c'est facile pour moi, ouais. Comme ça, la personne qui s'allait sur mon compte et voler mon argent. Mais en fait, ce que je veux dire, c'est que tout simplement, si je n'étais pas reconnu en tant qu'autiste, ça aurait été plus difficile d'avoir un administrateur, quoi, je veux dire. Donc j'aurais été monsieur et madame tout le monde, ça aurait été plus difficile quoi, de me dire, bah, tiens, on va te mettre sous tutelle, quoi. C'est parce que, bon, il y avait un moniteur que malheureusement, il profitait un peu de mon fils avec l'argent de mon fils qui était sur son livret. Et à partir de là, mon fils a voulu que je sois son administrateur pour que ça n'arrive, ça recommence plus, quoi. Voilà. Pour être un bon administrateur, je pense qu'il faut clairement avoir beaucoup d'empathie, être humain, avoir un côté social, sinon ça ne fonctionne généralement pas. Il faut aimer les chiffres aussi, il faut être clair. Il faut apprécier les chiffres, il faut savoir faire un minimum, pas dire de la comptabilité, mais en savoir budgétiser. Je pense qu'un bon administrateur, c'est quelqu'un déjà qui doit veiller à la protection des biens de la personne, hein, mais qui doit rester humain pour aussi être à l'écoute certainement de la personne et être relativement flexible aussi par rapport aux différentes demandes, aux différentes urgences qui s'imposent parfois dans la vie de la personne qui a un administrateur de biens. Et donc voilà, je pense que l'écoute est fondamentale et puis oui, cette flexibilité qui est assurée certainement aussi par un membre de la famille qui a ce rôle d'administrateur est très importante pour la personne qui est protégée. Oui. Moi, je vois l'administrateur comme un couteau suisse. Donc, selon la situation, selon la personne, on va avoir un rôle qui peut être très différent d'une situation à l'autre. Donc déjà, il faut s'adapter à la personne avec qui on doit travailler. Et ça passe par quand même une qualité d'écoute, je pense, qui est assez indispensable. Il faut pouvoir arriver, autant que faire se peut, à mettre en confiance pour justement permettre l'échange entre la personne et l'administrateur. Et puis c'est avoir, je pense, un bon réseau pour savoir vers quel organisme se tourner en cas de situation particulière où il faut trouver une solution. Et c'est aussi parfois être assez ferme parce qu'on est là pour restaurer parfois une stabilité dans une situation qui s'est fortement dégradée, ce qui implique de devoir être parfois confrontant face à certaines réalités et ce n'est pas toujours évident à faire. Pourquoi est-ce qu'on doit choisir un administrateur professionnel ou un administrateur familial? Alors d'abord, partons du principe de base, c'est que normalement, la famille est toujours privilégiée. Donc, de préférence, on choisit quelqu'un dans la famille. Ce qui est logique, finalement, puisqu'en fait, on veut avoir quelqu'un qui soit proche. Et justement, l'inconvénient d'avoir un professionnel, avocat dans 99,99% des cas, dans ce cas-là, même si certains notaires le font de temps en temps, mais pourquoi c'est un désavantage? Mais parce qu'effectivement, il y a une distance. Un, il a autre chose à faire aussi, puisqu'il ne peut évidemment pas consacrer 100% de son temps. Deux, il n'y a peut-être pas de relation intime qui s'est nouée, etc. Donc ce sont des désavantages. Par contre, les avantages sont parfois justement qu'il n'y a pas la relation intime. C'est-à-dire que quand vous avez une maman qui gère pour son fils ou à l'inverse un fils qui gère pour sa maman, vous avez parfois la pollution de la relation familiale par une gestion financière. Ah ben oui, attends, maman, je vais te donner les 100 € cette semaine, etc. Non, de quel droit le fils peut gérer les affaires de maman, etc. Et donc ça peut avoir des éléments vraiment perturbateurs dans une relation familiale. Et puis, n'oublions pas non plus qu'il peut arriver assez souvent
que tous les membres de la famille ne soient pas sur la même longueur d'onde. Et quand tous les membres de la famille ne sont pas sur la même longueur d'onde, il est vraiment important à ce moment-là de se dire on va choisir quelqu'un d'extérieur. Ça peut venir de la famille, ça peut venir de la part du juge de paix qui dit non, mais dans ce cas-là, je pense qu'il faut choisir quelqu'un d'autre. Eh bien, c'est important parce qu'on aura quelqu'un neutre, indépendant, qui pourra, encore récemment dans un dossier, la personne est dans un home de repos, la fille veut le sortir, les autres enfants ne veulent pas, etc. Il faut quelqu'un qui soit au-dessus de la mêlée, qui aille voir la personne, qui prenne les informations et qui dise voilà, en âme et conscience, voilà comment je pense que les choses doivent se faire. Donc ça, c'est vraiment, à mon avis, quelque chose de clé. Et puis, bon, effectivement, parfois, il y a aussi des situations juridiques compliquées qui peuvent justifier qu'on ait un professionnel. Il peut y avoir des raisons pourquoi le juge déroge du choix de la personne protégée. Une des premières raisons est que la personne choisie n'accepte pas. Une deuxième chose peut être qu'il y a un grand conflit dans la famille et qu'il n'est pas indiqué que, un des membres du conflit soit désigné. Alors, je préfère que ce soit quelqu'un de l'extérieur. Il peut y avoir aussi, la personne choisie doit avoir un casier judiciaire vierge, tout ça, mais elle doit aussi être capable de tenir une comptabilité. Une autre raison peut être que la personne protégée peut avoir des exigences très importantes, oui, et qu'il est par exemple difficile pour la maman de dire non. Oui. Donc il arrive régulièrement qu'on voit des jeunes personnes protégées qui souhaitent dépenser tout leur revenu et même plus, et qu'il est difficile pour les parents de dire non, non, non. Et que, en fait, devoir gérer l'argent du fils met une hypothèque sur leur lien affectif. Que justement, il est bien plus facile que ce soit un administrateur professionnel qui dise non, ceci, c'est votre argent hebdomadaire et vous n'aurez pas plus. Et ça permet aux parents d'éviter toutes ces discussions argent, de les renvoyer à l'administrateur et d'avoir un lien plus affectif, en tout cas pas contrarié par ces discussions argent. Donc, il peut y avoir des raisons de tout ordre, oui. Et bon, il est important, je trouve, qu'un juge explique ces raisons. C'est vrai que mes jugements sont assez brefs. Oui, je n'ai pas le temps d'écrire tout ce que je viens de vous dire maintenant, mais j'essaye d'expliquer. Oui, et on peut évaluer. Il faut laisser le temps de mettre les choses en place. Oui, mais on peut évaluer après 6 mois si ça ne va pas, si ça n'apporte pas. C'est à renégocier, à revoir. J'ai démarré l'administration provisoire. C'était mon frère qui s'occupait de l'administration mais à un certain moment, il était trop dans ma vie privée et j'ai décidé de prendre un avocat professionnel. Moi, de mon côté, j'ai mon frère qui m'aide beaucoup. Il vient voir comment je travaille aussi. Mais dans ma vie privée, je ne mélange pas entre le professionnel et ma vie privée, bien sûr. Un des principaux points, je pense, auxquels il faut faire attention, c'est que la notion d'argent dans les familles, ça peut être quelque chose, une source de tension assez compliquée à gérer. D'une part parce que l'argent, on sait, c'est délicat. D'autre part, parce que la personne va peut-être pouvoir ressentir une notion de contrôle, un contrôle des parents ou d'un autre membre de la famille. Quand il n'y a plus d'administration de biens, en tout cas au sein de la famille, c'est un poids en plus, c'est une pression en plus. L'avocat, quand on lui demande de l'argent, il va dire oui ou non en fonction du budget. Fondamentalement, ce que l'administré va en faire, ou ce qu'il fait de l'argent qu'il a sur son compte toutes les semaines ou tous les mois, non pas tous les mois du coup, mais toutes les semaines, ça le regarde. L'avantage à ce que ce soit un membre de la famille, je pense que déjà c'est une gestion, ça paraît simple, mais qui est familiale.
Donc on est plus à l'écoute, on comprend mieux aussi les besoins de la personne puisque on sait comment elle vit, on sait quels sont ses réels besoins, les problématiques qu'elle rencontre, les difficultés dans sa vie quotidienne. Un avocat ou un administrateur professionnel, lui, il a sa charge de travail et généralement, il assure ce rôle en plus de tout le reste de sa charge de travail. Et donc, ils ont généralement moins le temps et sont moins disponibles, même s'ils veillent à l'être, mais ils seront moins qu'un administrateur de famille, ça c'est certain. La difficulté, parfois, c'est peut-être accéder à toutes les demandes, parce que comme on est présent et non-stop, cette flexibilité permet d'assurer une certaine réponse presque immédiate aux demandes. Et parfois, on a d'autres occupations, d'autres choses à faire, une vie professionnelle, d'autres obligations. Tandis qu'un avocat, lui, il mettra la frontière, puisque ça reste un avocat.